Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale qui vous est proposée par la Maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne en collaboration avec le Conseil départemental de la Haute-Vienne. Une émission qui est organisée dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, j'allais dire en situation de handicap. C'est presque la même chose. Et dans laquelle on va étudier les conditions de faisabilité d'accès à la formation de droit commun des personnes en situation de handicap. Alors vous le voyez déjà, je commence à avoir de la buée. En fait, on est tous masqués, hein. On est en période de confinement. On travaille tous, les uns les autres, avec des personnes peut-être fragiles dans le médico-social, dans l'enseignement. Donc on est obligé de prendre des précautions. C'est pour ça qu'on est masqué et je remercie tous les invités d'avoir pris cette précaution. Allez, on va commencer tout de suite. On va faire un rapide tour de table. On a invité des personnes, bien évidemment, qui travaillent au contact des personnes en situation de handicap. Pour commencer, David. C'est David et c'est pas Stéphane. David Delarbre qui travaille, il nous dira exactement ce qu'il fait au lycée Marie-Bastier, à Limoges. À vos côtés, Barbara Poirier, qui travaille, elle, à l'IEM, dans un IEM, à Couzex. En face de Barbara, Nathalie Bailly, Cap Emploi, que toutes les personnes qui travaillent dans le secteur du handicap connaissent. Et bien sûr, Alice Madoureau. Alice Madoureau, qui est la grande prêtresse de ces émissions. C'est elle qui a tout organisé pour une raison simple, Alice, c'est que tu es référente insertion professionnelle à la Maison départementale des personnes en situation handicapées de la Haute-Vienne. Et que donc, la SEPH, c'est ton truc. Donc Alice, je le disais, on va parler accès à la formation de droit commun sur cette émission. C'est un élément important parce que je crois qu'il faut bien dissocier le handicap, parfois, du milieu spécialisé. Il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Oui, tout à fait. Bruno, on est là ce matin pour parler de compétences. C'est primordial pour se tourner vers l'emploi. L'ensemble des jeunes, leurs familles ont besoin de connaître l'ensemble des dispositifs de formation possibles, puisque qu'on soit en situation de handicap ou non, on a la possibilité d'accéder à l'ensemble des formations existantes sur le secteur. Alors justement, on va baser un petit peu nos échanges au travers d'exemples. Vous êtes là pour témoigner. On va le dire tout de suite. Il y aurait dû y avoir les personnes concernées, des jeunes, des moins jeunes en situation de handicap. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour certains, ils ne peuvent pas être là parce qu'ils travaillent. Et puis pour d'autres, c'est un peu délicat dans la période actuelle. Et puis il faut le dire aussi, participer à une émission de télé, c'est pas forcément évident, donc ça peut stresser. Et suivant les typologies de handicap, on peut parfois perdre ses moyens. Et il n'y a pas besoin d'être handicapé pour perdre ses moyens, croyez-moi. Barbara, vous le savez, vous travaillez au sein d'un IEM à Couzex. Vous allez nous dire, qu'est-ce que vous êtes d'ailleurs Je suis éducatrice spécialisée. Éducatrice spécialisée. Vous êtes venue témoigner ici d'un parcours que vous avez accompagné. La première chose, pour que les gens comprennent bien, qu'est-ce que c'est qu'un IEM? Déjà, ça veut dire quoi? Et que fait le vôtre? Alors, un IEM, c'est un institut d'éducation motrice. Donc, c'est un établissement médico-social. Couzex donc, accueille des jeunes en situation de handicap moteur, avec ou sans troubles associés. Donc, Couzex, c'est des collégiens, des lycéens, et des jeunes qui peuvent arrêter la scolarité pour tout un tas de raisons. Alors, pour que je comprenne bien, moi, un IEM, vous me dites, il y a la scolarité. On y reviendra ensuite. Mais ils sont internes chez vous et ils sortent pour aller à l'école. Est-ce qu'il y a une scolarisation à l'interne? Alors, il n'y a plus de scolarisation en interne. Pour les jeunes qui sont scolarisés, ils sont tous donc les collégiens au collège de Couzex et les lycéens sur les différents lycées de Limoges. D'accord. Donc voilà. Vous nous disiez accueillir des jeunes en situation de handicap moteur. Toutes les personnes qui regardent aujourd'hui ne savent pas forcément ce que c'est que le handicap moteur. Donnez-nous quelques exemples et quel retentissement. Alors, ce qu'on met derrière handicap moteur, tout de suite, on peut penser à un fauteuil. Alors, il n'y a pas que ça, parce que le handicap moteur, ça peut aussi, la dyspraxie, dyslexie, ça peut aussi entraîner, et puis ce qu'on appelle aussi le handicap invisible, mais qui est présent et qui est encore des fois plus difficile, en fait, pour les jeunes, puisque invisible. Voilà, ça c'était intéressant. On ne sait pas tout par rapport au handicap. Barbara, on l'a compris.
au départ, vous êtes un établissement qui prend en charge le handicap. Hein, je vais résumer comme ça. Et là, depuis quelque temps, vous allez nous dire depuis quand et pourquoi faire, vous vous êtes investi, vous avez pris une mission d'accompagnement de ces jeunes vers l'insertion professionnelle. Alors déjà, d'où vient cette idée qui, il y a encore quelques années, aurait pu paraître farfelue? C'est un constat. Donc, l'équipe mobile d'insertion professionnelle a été mise en place donc, en septembre dernier, suite à des constats. C'est qu'effectivement, on accompagne des collégiens, on accompagne des lycéens. Et il y avait des ruptures de parcours, des jeunes qui pouvaient obtenir des diplômes, mais qui par la suite, ces diplômes n'étaient pas, ou difficilement, ils ne pouvaient pas travailler avec ce diplôme, ou parce que ce n'était pas adapté, parce qu'il y avait des ruptures de parcours, parce que des choses difficiles, en fait. Donc, on s'est dit qu'en termes de communication avec l'éducation nationale, en termes de trouver des stages avec les entreprises, c'était des choses difficiles. Et donc, on souhaitait accompagner les jeunes. Et donc, s'est mis en place cette équipe mobile, donc avec une coordinatrice, une monitrice éducatrice, une ergothérapeute qui est très importante, qui, elle, dans tout ce qui va être compensation, qui accompagne les jeunes et les entreprises pour adapter, en fait, et pour que ça se passe le mieux possible. Alice, c'est important, ça. On sent qu'il y a une évolution, on sent qu'il y a un décloisonnement entre ce qu'entre nous, on appelle la prise en charge médico-sociale et le reste du monde. Alors, je grossis un peu le trait, hein, c'est pas trop mon habitude, mais bon, je grossis un peu le trait. C'est important parce que ça veut dire que là derrière, on met des partenariats en place. Ça veut dire qu'on se projette sur la suite du parcours. Ça veut dire qu'on essaye, on tente, on adapte, on fait évoluer nos pratiques. On le voit, l'IEM c'est doté peut-être d'autres professionnels hein, pour venir en appui. Là, on assiste à vraiment quelque chose d'assez nouveau, même si ça peut paraître évident au bout du compte. Non, tout à fait. Cette idée de continuité de parcours, en effet, elle est importante. On a souvent les jeunes ou leurs familles qui viennent voir en disant « mais qu'est-ce qu'on va faire derrière cette scolarité ?» Et donc, ce passage à l'âge adulte, il est vraiment important. Il ne doit pas être une fracture dans le parcours du jeune. Ça doit être dans une continuité et ces partenariats, ils sont très importants, en effet. Barbara, vous croyez que vous aviez fini, mais pas du tout. Hein, je vous le dis maintenant que je vous ai face à moi. On va passer la matinée ensemble. Barbara, on va parler là d'un exemple. Hein. Oui. On va parler de Julien. Julien, que vous avez accompagné vers une formation de CAP Petite Enfance. Alors, d'abord, qui est Julien? Ensuite, quel est son handicap et le retentissement hein. Nous, c'est vrai qu'entre professionnels, on parle souvent du retentissement plutôt que du handicap en lui-même. Et son parcours scolaire. Alors, qui est Julien déjà ? Alors, Julien est donc un jeune homme maintenant qui arrivait à l'IEM donc en 2012 pour commencer une scolarité donc au collège de Couzex. Julien a une neurofibromatose, donc c'est une maladie où des tumeurs peuvent apparaître et suivant l'endroit où elles se mettent, peuvent avoir une gravité plus ou moins importante et voilà. Donc Julien a cette épée Damoclès un petit peu au-dessus de la tête. Et donc, en complément de ça, dyslexie, voilà. Donc, il est arrivé à l'IEM pour qu'on puisse l'accompagner, donc avec de l'ergothérapie, avec des kinés, des prises en charge. Donc, au départ, un accompagnement, je dirais, classique. On gère le handicap, voilà. On l'aide à gérer justement voilà. Les retentissements de son handicap. On a des professionnels du médico-social autour de lui. Hein, c'est ça. La mission, je dirais, traditionnelle d'un établissement médico-social. L'IEM, c'est ça. C'est pour donc, qu'il y ait cette scolarité et qu'il y ait en même temps tout ce qui est les prises en charge à l'extérieur qui demande du temps, qui demande de la mobilisation de la part des familles. Et là, tout est centré pour éviter de la fatigue pour les jeunes. Alors, on aura l'occasion d'en reparler, mais... Bon, il y a tout ça, les soins, l'adaptation, la réadaptation, et puis il y a l'école. Oui. Ça, il faut le dire, il faut que les gens, là, on les regarde droit dans les yeux, il faut qu'ils l'entendent. C'est pas parce qu'on est handicapé ou en situation de handicap qu'on n'a pas le droit d'aller à l'école. Bien au contraire. Donc, l'IEM, comment vous avez organisé la scolarité de Julien? Là, pour l'instant, je parle de la scolarité. Julien a intégré le collège de Couzex. Après, au vu de ses appétences, de ce qu'il avait envie de faire, s'est orienté vers le lycée Maryse Bastier en imprimerie. Et donc, il a continué sa scolarité
au lycée Alors, Maris-Bastier. Quelque chose d'important sur la scolarité. Je parle avant le lycée, Oui. mais même peut-être au lycée, on verra. Est-ce qu'il y avait un appui particulier auprès de Julien? Est-ce qu'il y avait un appui particulier auprès de l'équipe enseignante de l'établissement? Il y a des enseignants référents, des ESS, des équipes de suivi de scolarité. Donc là où les enseignants se regroupent avec les éducateurs, enfin les travailleurs sociaux, on va dire, et où on parle de la scolarité, des difficultés rencontrées, alors ce qu'on appelle après des aménagements de scolarité. Par exemple? Alors ça peut être des tiers-temps, parce que nos jeunes ont besoin de plus de temps pour faire une épreuve, des aménagements d'épreuves, des reformulations, des devoirs, des contrôles qui vont être raccourcis, une AESH, donc une personne qui va... Ça veut dire quoi, ESH? Alors, on ne sait plus. Eh oui, c'est parce que ça a changé. Alice, ça veut dire quoi une AESH? Accompagnement de l'enfant en situation de handicap. Voilà. Donc c'est les anciens AVS. C'est ça. On va dire ça. Auxiliaires de vie scolaire. Donc voilà, qui sont présents, qui peuvent faire du secrétariat, de la reformulation, encore une fois, et voilà, et qui accompagnent le jeune. Donc ces réunions sont vraiment là pour faire en sorte que la scolarité se passe le plus classiquement possible. Alors, on va en parler avec David. Je vais revenir vers vous, David. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est peut-être aller à l'encontre de certains clichés. C'est que ce jeune arrive, il a un handicap quand même qui est assez important. Oui. Voilà, il est en situation de handicap, il est dans un établissement spécialisé. Comment on engage cette réflexion sur l'orientation et sur le devenir professionnel? Donc il a obtenu son baccalauréat donc en imprimerie. Il a dû se positionner avec Parcoursup, donc il hésitait entre un BTS et une faculté d'histoire, un sujet qui l'intéresse beaucoup. Ouais. Donc le BTS, il n'a pas été pris, il a été en faculté. Et là, ça a été plus compliqué parce que le rythme ne lui correspondait pas. Il s'y retrouvait pas. Enfin voilà, pas assez de cadre pour lui. Et là, ça a enclenché... Je vais vous couper. On peut le dire même. Il existe des dispositifs à l'université d'accompagnement des personnes en situation de handicap, Alice. Oui, Après, c'est peut-être un petit peu plus light que ce que l'on peut trouver à l'école. Oui, il y a un service dédié dans les universités. Donc, le jeune en situation de handicap a tout intérêt à se rapprocher de ce service afin de mettre en place quand même des mesures d'accompagnement. Mais en effet, le jeune peut avoir l'impression peut-être de ne pas avoir la même prise en charge et le même accompagnement qu'à l'école. Donc derrière, on le comprend, Parcoursup, ça pose problème, etc. Il faut à ce moment-là se projeter sur un nouveau projet professionnel, éventuellement sur une nouvelle formation. Tout à fait. Comment on travaille ça? Est-ce qu'il y a des possibilités de stage? Est-ce qu'il y a des possibilités de découverte? Donc à partir du moment où il a arrêté sa scolarité, donc là on s'est rapproché de la mission locale pour qu'il puisse avoir des conventions, pour qu'effectivement à ce moment-là il puisse débuter des stages, parce que c'était un jeune qui hésitait. Il savait pas vraiment, il savait que l'imprimerie c'était plus ce qu'il avait envie de faire, mais l'administratif, la petite enfance étaient des domaines qui pouvaient l'intéresser, mais qui étaient très opposés l'un à l'autre. Donc avec la mission locale, on a pu faire ce qu'ils appellent des périodes de mise en situation au milieu professionnel, donc des stages de 15 jours. Et donc en partenariat avec Madame Frelon, donc de la mairie de Limoges, référente handicap, on a vraiment pu mettre en place des stages, donc l'un dans l'administratif et l'autre dans la petite enfance. Très bien. On va faire un petit retour en arrière, puisque là, il est en formation à l'heure actuelle. Il est rentré en formation, c'est la petite enfance. Il est en formation. On va se recentrer un peu sur la première partie de ce parcours avec vous, David. David, bonjour. Merci d'être patient, parce que vous savez, Barbara, on ne peut plus l'arrêter. Barbara, très bien, elle commence à parler, donc en fait, elle hypnotise, vous voyez, c'est le principe. Elle hypnotise les gens, puis après, on n'a plus le choix, on dit oui. C'est comme ça. David, vous êtes enseignant spécialisé au lycée Maris-Bastier. Présentation toute simple. Le lycée Maris-Bastier, qui fait beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'un enseignant spécialisé, et qui est l'enseignant spécialisé que vous êtes? Vous n'êtes pas que ça. Alors, Maris-Bastier, de base, c'est un lycée professionnel, un lycée des métiers, de la communication et du cross-média.
qui accueille différentes formations allant de l'électricité bâtiment, électrotechnique, électronique, système numérique, tout ce qui va être audiovisuel, son, mais aussi toute la partie graphique. Donc on a l'industrie graphique machine, donc production machine, et industrie graphique intégration, mise en place de plans, voilà, ce qu'on appelle les PI-PG, pré-presse et graphisme. Alors au départ, vous êtes enseignant. Enseignant en quoi? Au départ, je suis enseignant en électrotechnique. Et vous êtes aujourd'hui enseignant spécialisé. C'est ça. Première question, comment on devient... Pourquoi on se propose, j'imagine, on ne vous a pas forcé quand même? Non. J'espère. Pourquoi on se propose à être enseignant spécialisé? Et qu'est-ce que c'est qu'un enseignant spécialisé dans un établissement scolaire? Alors, de base, c'est des volontés personnelles de s'investir dans ce domaine. On passe des certifications, d'un mémoire à produire. C'est intéressant, ça. Des formations qui peuvent durer 1 an sur la spécialisation. C'est quoi directement un enseignant spécialisé en plus? C'est pour les collègues, pour les autres élèves, c'est une personne qui est là pour informer, amener des parcours, un spécialiste de l'adaptation et de l'aménagement. Donc si les collègues ont des besoins spécifiques sur comment on va aménager un cours par rapport à une dyslexie, par rapport à un problème, l'enseignant spécialisé, il est là pour soutenir cet enseignant s'il a des besoins. Je ne sais pas comment faire, l'enseignant spécialisé va peut-être amener des pistes pour qu'il puisse adapter son cours aux différentes situations de handicap du jeune. Alors soit, d'ailleurs, vous êtes une personne ressource, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous savez en propre, et j'imagine, je fais le lien avec Barbara ou la MDPH ou quoi que ce soit, si à un moment donné, on fait appel à certaines compétences que vous n'avez pas ou des besoins d'interlocuteurs autres, c'est vous un peu qui faites le relais, la passerelle avec les spécialistes. Exactement. Voilà, on peut amener les spécialistes pour les formations, donc on peut amener des formations auprès des enseignants dans les lycées, c'est-à-dire que prise de contact avec des spécialistes de Paris, prise de contact avec les IEM, avec les CESAD, avec tout autre organisme médico-sociaux, avec la MDPH aussi, il est tout à fait, Cap Emploi, mission locale, même si les missions locales n'interviennent pas directement avec nous de base parce que c'est scolaire, mais voilà, on a un lien avec les entreprises aussi pour les élèves en situation de handicap. Alors c'est important parce que, une fois de plus, on est bien dans une logique d'inclusion. Hein, on parque pas les gens dans une classe à part au fond du couloir. Pour tous ceux qui peuvent, on les met en situation de scolarité traditionnelle et on étaye, comme on dit un peu, ce parcours avec des personnes comme vous, avec des partenariats spécifiques, avec des équipes spécialisées. Donc tout ça, très bien. Il n'empêche que, une fois qu'on a dit tout ça, la scolarité de Julien, ça a été une scolarité avec des hauts, des bas, j'imagine, des cadrages, des régulations, des choses comme ça. Alors, vous ne l'avez pas suivi en direct, hein, vous étiez l'interlocuteur des personnes qui le suivaient en direct. Que disent les personnes qui le suivaient en direct de cette scolarité, dans les grandes lignes? Alors, dans les grandes lignes, Julien, suite à sa pathologie, a eu beaucoup de difficultés, des périodes de démotivation, des périodes où il voulait complètement arrêter. Donc, et il a eu une chance, c'est qu'il a eu une AESH qu'il a suivie depuis le collège, en 3e. Donc toujours la même, à chaque changement de classe. D'accord. Ce qui n'est pas forcément partout le cas, mais là, voilà, il a eu cette chance-là, et qui l'ont accompagné petit à petit, remotivé et amené à cette réussite d'un bac pro industrie graphique avec mention. Ah oui. Voilà. La réussite est là. Donc on regrette un peu, hein, Barbara, on vous le dit, l'histoire de parcours pro, Parcoursup. Hein, il a le bac avec mention, il ne peut pas continuer. Bon, on n'est pas là pour dire ce qui ne va pas. Voilà, mais ça fait. Il y a d'autres élèves, hein, il n'y a pas que les personnes en situation de handicap qui se retrouvent en difficulté par rapport à ça. L'important, c'est qu'il ait su rebondir et qu'il ait eu des interlocuteurs pour l'accompagner dans ce rebond. De façon générale, David, concrètement, vous êtes en mesure de proposer quoi à un élève en situation de handicap qui arrive chez vous? Alors souvent, on se dit qu'il faut qu'il puisse accéder à la salle s'il a un fauteuil, mais ça, c'est les vieilles images que l'on a. Il n'y a pas que ça.
Vous êtes là pour apporter, j'imagine aussi, la facilité d'interaction avec les autres jeunes, la vie collective. On prépare aussi ces jeunes à la citoyenneté. Peut-être, comme le disait Barbara, des aménagements de cours, des aménagements d'examen. Il y a tout ce panel, effectivement. On a une première étape d'accueil avec les familles, parce que c'est important d'inclure aussi les familles pour que les familles se sentent bien et comprennent qu'on va accompagner leur enfant jusqu'à une réussite qui serait inclus. Voilà, l'important, c'est de base, c'est le lien avec le jeune et la famille. C'est vraiment créer ce partenariat. Ensuite, effectivement, on a des aménagements, des adaptations d'emploi du temps en fonction des besoins des élèves. Donc il y a ce qu'on appelle les PPS, les parcours personnalisés de scolarisation, qui sont définis en partie par la MDPH, qui permettent en fait de placer les aménagements, les adaptations que le jeune a besoin. Voilà, ensuite, c'est un accompagnement individualisé. C'est ça. Ensuite, il y a des évolutions liées ce qu'on parlait des équipes de scolarisation, les ESS, de suivi de scolarité, qui vont abonder ce PPS, où on va avoir des besoins à droite, à gauche, on va les amener, les enseignants vont pouvoir traduire ce qu'ils ressentent par rapport à ce jeune. Et le jeune aussi va pouvoir, surtout pas. Le but, c'est d'amener ce qu'il a besoin et d'enlever ce qu'il n'a plus besoin. Parce que l'intérêt, c'est l'autonomie dans l'inclusion. On suit le parcours. On suit le parcours. S'il n'a plus besoin d'AESH parce qu'il peut faire seul, c'est ça le but. Le but étant d'amener la personne à être de plus en plus autonome et d'arriver à aménager pour que ce soit la réussite. Très bien, on le voit, une véritable mobilisation tout au long du parcours. Alice, je pense que ça doit te faire plaisir d'entendre ces choses-là. C'est-à-dire qu'avant qu'ils arrivent dans ton secteur, toi propre, qui est celui de l'insertion professionnelle, on sent bien qu'il y a une mobilisation. D'ailleurs, il faut le dire, on a une collègue à la MDPH, il y en a une dans chaque maison départementale des personnes handicapées, qui est là pour gérer la scolarité des jeunes en situation de handicap, en lien tout à fait étroit avec les enseignants référents, avec les enseignants spécialisés, etc., etc. Merci beaucoup, David. Nathalie, alors là, ça y est, on y est, Nathalie. Donc, si Nathalie s'évanouit, n'ayez pas peur, c'est parce qu'elle est au point, mais ça dépend. On va voir. Nathalie, on se connaît depuis très longtemps, on va se tutoyer. Nathalie, tu es conseillère à Cap Emploi. Dans un premier temps, explique-moi un peu ce que c'est que Cap Emploi. Alors, Cap Emploi Haute-Vienne, là aussi, il y a un Cap Emploi dans chaque département. Oui. Explique-moi d'abord ce que c'est que Cap Emploi. Donc Cap Emploi, c'est un organisme de placement spécialisé qui accompagne les personnes en situation de handicap, que ce soit des demandeurs d'emploi ou des salariés, vers et dans l'emploi. Donc, au niveau de Cap Emploi, nous avons une offre de services que nous délivrons aussi bien à destination des demandeurs d'emploi avec qui on va travailler sur un projet de reconversion pour les amener progressivement vers un retour à l'emploi. Et notre deuxième offre de services, c'est également à destination des salariés sur du maintien dans l'emploi pour éviter effectivement que ces personnes finissent par un licenciement pour inaptitude ou si ça doit finir par un licenciement pour inaptitude, qu'après on puisse continuer malgré tout à les accompagner sur un autre projet. Alors, on voit, la gamme est large. Nous, on va se centrer un petit peu sur l'accès à la formation, et notamment la formation de droit commun. Quand vous accueillez les gens, en général, vous êtes là au début du projet, au début où la personne, elle a une idée et il faut aller plus loin. Il faut l'accompagner. C'est pas facile de mettre en œuvre un projet. Encore moins, je dirais, vers le milieu ordinaire. Parce que bien souvent, alors tu peux me dire si j'ai tort, bien souvent les personnes en situation de handicap, quand elles sont en situation de handicap, elles se disent il y a des formations pour les handicapés. Mais quand on veut vraiment leur donner tous les outils, on essaie de les accompagner, de les ouvrir vers le droit commun. Donc comment vous accueillez ça? Comment vous travaillez ça avec les personnes? Alors j'ai envie de dire, avant, un certain nombre de personnes arrivent avec aucune idée. Où elles nous arrivent en nous disant pendant X années j'ai travaillé dans tel métier et aujourd'hui je suis perdue, il faut m'aider. Donc notre travail c'est faire un diagnostic dans un premier temps de leur situation en prenant vraiment en compte leur handicap et leurs restrictions, de manière à ce qu'on puisse travailler au mieux sur un projet professionnel qui leur correspond et aussi en tenant compte d'un certain nombre de critères, entre autres le marché de l'emploi.
également. Voir également si la personne elle est en capacité ou pas de suivre une formation. Donc effectivement, par rapport à ce que tu dis Bruno, il existe différentes sortes de formations, ce que nous on appelle les formations de droit commun ou les formations vers des établissements spécialisés. Donc effectivement, il n'y a pas de règle à l'entrée de Cap Emploi de dire on va plus accompagner telle ou telle personne vers tel ou tel organisme. Après, c'est en fonction de la personne, de son projet. Et de ce qu'elle va montrer aussi. Parce que vous pouvez utiliser des stages, des périodes d'application pratique en entreprise pour que la personne elle-même vérifie la faisabilité de son projet. Alors, nous, notre maître mot, c'est la sécurisation du parcours. Qu'est-ce que ça veut dire, ce grand mot ? C'est tout simplement faire en sorte que la personne, elle s'approprie son parcours de retour à l'emploi en passant par de la formation, par des enquêtes métiers. Pour aller vérifier est-ce que j'ai la bonne représentation du métier que j'envisage. Faire des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Ça va être aussi travailler avec des outils qu'on a en interne ou s'appuyer sur des prestations dispensées par des organismes de formation avec lesquels nous travaillons régulièrement. Je pense entre autres avec des actions courtes financées par la GFIP pour travailler sur des projets de reconversion. Ça peut être également des actions de formation financées par le conseil régional. Ça peut être également comme autre outil des PASS, des prestations d'appui spécifiques qui sont vraiment réservées à nos personnes en situation de handicap. Et on va s'appuyer sur des experts sur les différents types de handicap pour qu'ils nous apportent des éléments concret et qui nous dit si le projet que la personne elle envisage, ça semble être réaliste ou pas et voir comment on peut aménager. Alors on le voit, Alice, il y a toute une gamme finalement qu'on ne connaît peut-être pas assez. Le médico-social et l'insertion communique peut-être pas assez, je n'en sais rien. On est là pour ça aujourd'hui. Alice, quel est le cadre qui s'impose aux organismes de formation professionnelle, je dirais du milieu ordinaire, pour accueillir les personnes en situation de handicap? Oui, il y a un cadre réglementaire, puisque depuis janvier 2015, c'est la région qui a la compétence de la formation et de l'accès à la qualification des personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est l'inclusion. Et donc, c'est de permettre, en effet, aux personnes en situation de handicap de pouvoir accéder de manière égale à l'ensemble des dispositifs d'insertion professionnelle. On est arrivé quasiment au bout de cette émission. Alice, on le voit, là on a parlé de projet, on a parlé de parcours, et puis nous on est un peu mal placés, on est à la MDPH. Il y a des choses qui doivent passer par la MDPH, d'autres non. Un jeune en situation de handicap qui veut accéder à une formation de droit commun, est-ce qu'il a besoin d'une notification, d'une reconnaissance en particulier de la MDPH pour rentrer, par exemple, je sais pas, à Maristes-Bastier ou à l'AFPA ou au Greta? Donc non, en effet, on parle de politique inclusive, donc l'accès au droit commun se fait de manière égale et donc il n'y a pas du tout besoin de passer par la MDPH. L'intérêt d'avoir le passage de la MDPH, il se fait surtout pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, puisque c'est justement la reconnaissance administrative qui va permettre ensuite de déclencher toutes les mesures de compensation, mais l'accès à la formation, il est bien évidemment possible pour tous. Voilà, c'est sur ces quelques mots qu'on va terminer. J'espère que vous en avez appris un peu plus. Dites-vous bien, surtout, que vous soyez personne en situation de handicap, que vous travaillez dans un organisme de formation, que vous soyez parent, que le handicap n'empêche pas, bien au contraire, d'aller acquérir, développer, exploiter des compétences dans le milieu ordinaire. Je crois que c'est le message qu'on peut dire pour conclure. Merci beaucoup David, merci beaucoup Barbara, merci beaucoup Nathalie. Quant à toi Alice, merci beaucoup d'être près de nous chaque jour. Voilà, si vous avez besoin de plus de renseignements, parce que là on vous a ouvert quelques portes, mais il faut aller se renseigner, vous pouvez aller à Cap Emploi, bien sûr, à Pôle Emploi, à la mission locale, vous adresser au rectorat, demander à rencontrer éventuellement un enseignant référent. Tout le monde est à votre disposition. Puis si ça ne va pas, vous appelez la MDPH. Merci beaucoup. À très bientôt.